Hello all, I am Fadela Shaib. Bonjour, je suis Fadela Saïd. Je vous parle du siège de l'OMS. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse en ce lundi 25 janvier. Nous aurons des invités à qui nous allons donner la parole. Ils vont parler des avantages économiques d'un financement des efforts multilatéraux pour assurer l'accès équitable au vaccin contre la Covid-19. Il y aura une interprétation simultanée dans les 6 langues officielles des Nations Unies, l'arabe, le chinois, le français, l'anglais, l'espagnol et le russe, ainsi que le portugais et le hindi. Je vous présente les participants de l'OMS. Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, le Dr Mike Ryan, directeur exécutif Health Emergencies, Dr Maria Van Kerkhove, le Dr Maria-Angela Simao, sous-directeur général, accès aux médicaments et produits sanitaires, le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef, et le Dr Bruce Aylward, conseiller spécial auprès du directeur général, et également chef de l'accélérateur ACT, et nous aurons également Dr Kate O'Brien qui sera en ligne avec nous, mais sans plus tarder, bien, je voudrais donner la parole au Dr Tedros. Monsieur le directeur général, c'est à vous. Oui, merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonsoir. En fait, notre personnel travaille très dur depuis plus d'1 an, donc il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas de nouvel an, il n'y a pas de pause, donc encore une fois, je dirais à notre collègue, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et c'est également l'anniversaire d'une autre collègue, Sophia. Donc, Fadela et Sophia, joyeux anniversaire à toutes les deux. Bonjour et bonsoir. Il y a 1 an, à ce jour, moins de 1500 cas de Covid-19 avaient été annoncés à l'OMS, y compris à peine 23 cas à l'extérieur de la Chine. Cette semaine, nous nous attendons à enregistrer 100 millions de cas annoncés. Les chiffres peuvent cacher ce qu'ils représentent, car chaque décès est le décès d'un proche, d'un partenaire, d'un enfant ou d'un ami. Et notre riposte doit être double. Faire le deuil de ce que nous avons perdu et s'engager afin que chacun d'entre nous fasse tout ce qu'il peut pour stopper la transmission et sauver des vies. Les vaccins nous donnent de l'espoir. Et c'est la raison pour laquelle toute vie que nous perdons aujourd'hui est encore plus tragique. Nous devons avoir du courage, garder l'espoir et agir. J'ai demandé que la vaccination des personnels de santé et des personnes âgées soit effectuée dans tous les pays dans les 100 premiers jours de l'année. Mais il y a tant que nous pouvons tous faire pour sortir de cette pandémie. Pendant que nous attendons tous notre tour pour être vaccinés, la distanciation physique, éviter la foule, des masques, l'hygiène des mains, la ventilation et bien plus. Vous en avez peut-être marre d'entendre ça. Vous en avez peut-être marre de le faire, mais ce virus n'en a pas marre de nous. Donc veuillez jouer votre rôle de votre côté, pour vous-même, pour les autres. Comme je l'ai dit, les chiffres sont abstraits. Mais il y a derrière chaque chiffre une personne, une histoire. Un des moyens pour l'OMS de contribuer à raconter les histoires concernant la santé, c'est par le biais du Festival OMS, La Santé pour tous. L'an dernier, près de
1300 films ont été présentés du monde entier qui nous racontent des histoires qui nous réconfortent et nous inspirent qui concernent la santé et les travailleurs de santé. Et cette année, nous invitons des contributions dans 3 catégories qui correspondent à chacune des 3 priorités stratégiques de l'OMS, la couverture sanitaire universelle, les situations d'urgence sanitaire et améliorer la santé et le bien-être. Vous allez trouver des détails sur les différentes catégories de festivals sur notre site internet. Et je rappelle que l'échéance pour la présentation des films pour le festival de cette année, c'est le 30 janvier, donc samedi prochain. Donc envoyez vos films et je me réjouis de les voir. La semaine dernière, j'avais dit que le monde était au bord d'un échec moral catastrophique s'il n'octroyait pas un accès équitable aux vaccins. 2 nouvelles études montrent que ce ne serait pas simplement un échec moral. Ce serait également un échec économique. L'Organisation internationale du travail vient de publier un nouveau rapport qui analyse l'impact de la pandémie sur le marché du travail mondial. Il constate que 8,8% des heures de travail ont été perdues dans le monde l'an dernier, ce qui se traduit par une perte en revenus du travail qui équivaut à 3,7 billions de dollars. Selon le rapport, la plupart des pays vont retrouver leur activité et se relever lors de la deuxième moitié de l'année 2021, ce qui dépendra du déploiement de la vaccination. Il recommande un soutien international pour les pays revenus faibles et intermédiaires pour aider dans le déploiement des vaccins et pour promouvoir la reprise économique et la reprise de l'emploi. La deuxième étude qui a été demandée par la Fondation de la Recherche de la Chambre de commerce internationale défend l'équité dans la vaccination pour des raisons économiques. Et d'après cette étude, le nationalisme vaccinal pourrait coûter à l'économie mondiale jusqu'à 9,2 billions de dollars américains, dont près de la moitié, 4,5 billions de dollars, en perte pour les économies les plus riches. Par ailleurs, le déficit de financement pour l'accélérateur acte pour le Covid-19 cette année est de 26 milliards de dollars. Donc s'il était pleinement financé, l'accélérateur ACT pourrait apporter un revenu de 170 dollars pour chaque dollar investi. Le nationalisme vaccinal pourra peut-être servir des objectifs politiques sur le court terme, mais il est dans l'intérêt économique sur le court terme, le moyen terme ou sur le long terme de chaque nation de soutenir l'équité dans la vaccination. À moins que nous ne mettions un terme à cette pandémie partout, eh bien cette pandémie ne s'arrêtera nulle part. Et en ce moment même, des pays sont en train de vacciner, alors que les pays les moins avancés dans le monde regardent et attendent. Et avec chaque jour qui passe, la fracture s'accroît entre les riches et les pauvres du monde. Il y a moins d'une heure, en fait, je parlais avec le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud, et mercredi, je parlerai avec les ministres de la Santé et les ministres des Finances de l'Union africaine. Je leur dirai que nous faisons tout ce que nous pouvons pour accélérer le déploiement des vaccins en Afrique, pour sauver des vies et pour remettre leurs économies sur les rails. Le reste du monde doit jouer son rôle également. La pandémie de la Covid-19 nous a tous rappelé que la santé et l'économie sont étroitement liées et que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes une famille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur de cette nouvelle étude, le professeur Shebnem Kalem Erjan, professeur d'économie à l'Université du Maryland. Professeur, merci pour ce travail important et merci également d'être des nôtres aujourd'hui. Je vous donne la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un privilège
d'être des vôtres. Aujourd'hui, pour commencer, je voudrais dire que c'est une étude qui a été faite par 5 auteurs, dont moi. Et dans ce document, nous rappelons ce que nous avions dit quand on a discuté au mois d'avril. C'est-à-dire que nous avons dit que nous souhaitions voir quel était l'impact sur les économies émergentes, les pays en développement. Et donc nous avons commencé à travailler sur cette question parce que on s'est dit qu'il y aurait des chocs dus à la demande externe, dus aux impacts sur les flux de capitaux, dus au taux de change. Et donc, plusieurs documents ont été préparés dans le document dont on va parler aujourd'hui. Et ce que nous voulions faire dans ce document, c'était tenir compte des dynamiques et des tendances dans les différents secteurs. Donc il y a des emplois, des personnes qui sont touchées également par des taux d'infection. Les personnes âgées vont être plus vulnérables. Et donc nous le savons, grâce au travail qui est fait par des épidémiologistes, par des économistes. Donc il ne s'agit pas d'un choc normal. Et donc certains secteurs vont être plus touchés que d'autres. Et c'est notamment le secteur des services. Mais il y a aussi tout un réseau de production. Et donc c'est ce qui nous intéressait aussi. Et donc on voulait tenir compte de ces deux dimensions. Donc nous avons pris un modèle qui a été élaboré par des épidémiologistes. Nous avons pris les données de tous les pays, 65 pays, 35 secteurs, et donc on avait les chiffres pour chacun des pays. Et ensuite, on a tenu compte des données épidémiologiques. On a regardé la dynamique des infections. On a combiné cela avec des données économiques concernant les tendances en matière de commerce, donc des chiffres qui nous venaient de l'OCDE. Donc ça nous permettait de savoir quelles sont les relations entre les secteurs de chaque pays pour ce qui est des importations et des exportations avec chacun des pays que nous avons examinés. Et nous avons échafaudé plusieurs scénarios. Et donc, on a tenu compte d'un certain nombre d'hypothèses. Vaccination dans les pays développés, pas de vaccination dans les pays émergents ou en développement. Il y a eu d'autres scénarios également. Mais même s'il y avait une vaccination universelle dans les pays riches, si les restaurants étaient ouverts, tous les services fonctionnaient, eh bien, il y aurait néanmoins des conséquences sur le secteur commercial. Donc, il y aurait des coûts, y compris pour les pays développés, même s'ils arrivaient à vacciner la totalité de leurs citoyens.
Donc on voulait voir quels étaient les problèmes qu'on avait dans les différents pays. Et donc, cela montre ou démontre qu'aucune économie n'est une île, étant donné qu'il y a des relations commerciales ou des relations de production avec tous les autres pays. Donc on voulait estimer le coût, et les coûts économiques seraient importants, y compris pour les pays où la population serait vaccinée. Donc on s'est intéressé à l'aspect économique d'une vaccination équitable dans tous les pays. Donc on a tenu compte également des pays en développement, des pays émergents. Donc ça nous permettait ensuite de couvrir la totalité de l'économie mondiale. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Thank you so much, Professor. It's my sincere wish. Merci beaucoup, professeur. Eh bien, je souhaite sincèrement que tous les gouvernements lisent attentivement cette étude, une étude qui a été demandée par la Fondation de la recherche de la Chambre de commerce internationale qui représente plus de 45 millions d'entreprises dans plus de 100 pays. Et aujourd'hui, j'ai l'insigne plaisir d'accueillir John Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale. John, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Tedros. Je suis très heureux d'être des vôtres. C'est un honneur de participer à ce débat. Un honneur d'être ici avec vous, Dr Tedros, également avec des analystes qui ont travaillé sur ce rapport. La Chambre de commerce internationale est impliquée parce que nous sommes là pour assurer la paix et la prospérité pour tout le monde dans le monde. Et vous le savez, la tragédie, ça concerne bien entendu les pertes de vie, également les pertes de base économiques. Et donc, à l'époque, on parlait de l'échec à distribuer des équipements de protection. Et ensuite, on s'est dit que il y avait encore d'autres problèmes que nous avions prévus. On s'est dit qu'à moins que le secteur privé ne soit davantage impliqué, eh bien, on risque vraiment de se heurter à un gros problème. En fait, on s'était dit que les gouvernements n'avaient pas compris les liens, et comme cela vient d'être dit, notamment l'impact du commerce sur les biens et les services, et l'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Car, à moins que tout le monde ne soit vacciné, eh bien, évidemment, la pandémie va avoir des conséquences négatives sur l'économie dans le monde entier. Ça ne concerne pas que les pays en développement. Ça concerne également les pays et les économies développées. Donc, les dommages économiques allaient se poursuivre, à moins que les produits thérapeutiques et les vaccins contre la Covid ne sont distribués de manière équitable. Mais ce que je voulais dire ou rappeler, c'est que la moitié de ces pertes concernent les pays développés. Donc, si on veut régler les problèmes de sa propre économie, il faut bien entendu aussi régler les problèmes d'autres économies. Donc ce n'est pas un acte de charité, c'est du bon sens économique. Si vous dépensez des centaines de milliards au plan national, eh bien ça ne donnera des résultats que si, de votre côté, vous aidez aussi à garantir un accès équitable dans le monde entier. Parce que la baisse des exportations va vous coûter des emplois. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans le commerce. Si un produit vient de Thaïlande, si la Thaïlande ne peut pas produire le produit exporté vers les États-Unis, eh bien, ça a une incidence sur l'industrie qui importe ce produit. Et donc, cela va limiter sa capacité.
Ça aura également une incidence sur l'emploi. Et donc, vous savez, c'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt des ministres de la Finance et des gouvernements des pays développés de faire en sorte qu'il y ait un accès équitable. D'où la nécessité de financer l'accélérateur COVAX, qui finalement ne représente pas tellement d'argent par rapport à ce qui a déjà été dépensé, par rapport à ce qui est perdu. Donc, dans l'étude, on le montre que dans des économies telles que les États-Unis, eh bien, ce n'est pas Wall Street qui va souffrir, mais c'est tout le monde. C'est les travailleurs des secteurs des services ou d'autres qui sont déjà touchés, qui le seront encore davantage. Donc, ce rapport est un réveil. Ce rapport nous appelle à nous réveiller. Donc, si vous voulez, assurer une vaccination équitable, c'est un acte économiquement rationnel, parce qu'il y a une interdépendance économique et il est dans l'intérêt de tous de faire des choses comme il se doit. Et nous nous félicitons que le gouvernement américain ait décidé de se réengager. Et il faudra faire davantage. Si on veut que le paquet soit accepté, pas simplement par la Maison-Blanche, mais également par tous les pays, et que d'autres pays puissent faire davantage également. Le Japon peut faire davantage. Le Canada, l'Australie, les membres de l'Union européenne également doivent faire davantage. Donc, encore une fois, pour les pays, ce n'est pas un acte de générosité. Si vous voulez une reprise durable dans vos pays, bien, vous devez en fait aider, mettre la main à la poche. Parce que le monde en développement est prêt à distribuer les vaccins, les produits thérapeutiques. Ils ont simplement besoin d'accès, d'où le rôle de l'accélérateur A. Nous avons fait beaucoup de choses pour la mobilité. Nous fixons des politiques, des normes, et le secteur privé s'est engagé à permettre des affaires dans le monde entier, à garantir la paix et la prospérité pour tous. Et pour cela, il faut changer notre mentalité et il faut comprendre que l'accélérateur est dans l'intérêt de tous et pas simplement dans l'intérêt des pays développés. Les pays développés doivent en fait se relever et agir avec le secteur privé. Merci. Merci pour vous citer. Ce n'est pas de la charité, c'est du bon sens économique. Merci beaucoup. Merci de votre partenariat et de votre soutien au cours de l'année passée. Sur ce, Fadela, je vous rends la parole et bon anniversaire à vous ainsi qu'à Sophie. Merci, Dr Tedros. Je vais maintenant ouvrir la discussion et donner la possibilité aux journalistes de poser des questions. N'oubliez pas de lever la main. Il faut utiliser l'icône lever la main pour que je puisse vous donner la parole et pour que vous puissiez prendre la file d'attente. Ashley, est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci, Fadela. Ma question porte sur la transaction qui a été conclue entre COVAX et Pfizer par rapport à d'autres transactions qui ont été faites. L'Union européenne a réservé 600 millions de doses, les États-Unis 200 millions. J'aimerais que vous nous expliquiez ces disparités et si ce nombre limité de doses seront assortis de priorités entre les pays qui participent au mécanisme COVAX. Merci. Merci, Ashley. Le docteur Bruce Aylward va répondre à votre question. Merci beaucoup, Ashley. Le mécanisme COVAX a créé son portefeuille de vaccins comme d'autres l'ont fait. L'objectif est d'avoir une diversité de produits sur lesquels on peut compter aujourd'hui, mais également à l'avenir.
Et une partie de la transaction conclue vendredi visait à veiller à ce que le mécanisme COVAX puisse accéder également à des vaccins ARN messagers parce qu'ils ont joué un rôle important dans les pays à revenus élevés. Et ils continueront de jouer un rôle important à l'avenir. Et il faudra peut-être adapter les vaccins. Mais lorsque cette transaction a été élaborée, même avec cette quantité restreinte de vaccins, parce que c'est un vaccin qui a déjà une licence, qui est déjà autorisé, que nous avons déjà utilisé, nous savons comment l'utiliser d'une manière générale. Il a été lancé très rapidement, plus tôt que certains produits qui sont actuellement disponibles. Alors même en le déployant en petite quantité, vous vous rappellerez, Ashley, que dans les pays de l'hémisphère ouest, les quantités déployées ont été très restreintes au départ. On a mis en place des processus de compensation, des processus de stockage dans la chaîne froide, autant d'éléments qui étaient nécessaires pour conserver le produit. Donc il y avait un petit nombre de doses et il était évident que l'on pourrait protéger les agents de santé les plus exposés à des risques, surtout dans certains pays. Et l'autre élément important, c'était qu'en mettant en place un cadre avec Pfizer, tous les pays qui vaccinent actuellement, plus de 45 pays qui vaccinent actuellement utilisent le vaccin Pfizer. L'autre gros avantage de mettre en place cet accord cadre, c'est que l'on peut ensuite ouvrir la porte à des dons d'une manière assez simple avec d'autres pays qui ont des contrats pour des quantités assez importantes de vaccins. Donc il y a des avantages multiples. Nous allons acquérir de l'expérience, nous pourrons protéger des agents de santé, des infrastructures de santé vitales dans les pays à faible revenu qui sont exposés, on pourra ouvrir la porte aux dons, etc. Où va-t-on les utiliser en premier? Le 6 janvier, le responsable du mécanisme COVAX a écrit à tous les pays participants, les 190 pays, en expliquant que nous aurions accès, nous négocions pour avoir accès aux produits Pfizer, et il a invité les pays qui aimeraient recevoir une petite quantité de vaccins. Donc nous avons reçu des demandes d'un certain nombre de pays qui sont intéressés. On est largement disposé. Alors il faut avoir une infrastructure et il y a des prescriptions qui doivent être respectées pour utiliser le produit. Et dans les semaines à venir, il y aura un processus pour essayer de voir quel est le meilleur moyen pour les pays de déployer le produit. Donc ce sera le mécanisme d'allocation du COVAX. Nous devons vraiment nous assurer que le système peut ensuite travailler avec des quantités plus larges de produits. On refera le point en février. Merci, Dr. O'Brien. Vous avez la parole. J'aimerais ajouter quelque chose à cette réponse déjà complète. Il importe de reconnaître que les transactions menées par le mécanisme reposent sur des projections. On avait un objectif de 2 milliards de doses pour 2021 et puis il y a un portefeuille pour 2 milliards supplémentaires. Mais cette aspiration que nous avons concrétisée pour 2 milliards, ce n'est pas la fin du rôle que doit jouer le mécanisme COVAX. Cela devient il est de plus en plus clair puisque de plus en plus de pays espèrent dépasser la couverture des 20%. 20%, c'était pour les groupes les plus essentiels. Et le mécanisme COVAX tente à aller au-delà de ces 20%.
C'est un message très clair. C'était vraiment un minimum. Donc, mettre en place un contrat avec Pfizer pour commencer par des doses et un panachage de produits, c'est un moyen également d'élargir les quantités et la couverture par le biais de dons et en levant des fonds supplémentaires par le biais de volumes supplémentaires. Merci. Merci. Nina Larsen, AFP. Nina, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci Fadela. Merci de prendre ma question. Je voulais poser une question sur les Jeux olympiques. Le comité olympique français a dit aujourd'hui qu'il serait très difficile de prévoir une participation aux Jeux de Tokyo si les sportifs ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'il y aurait une priorité en matière de vaccination pour que ces Jeux olympiques puissent avoir lieu? Merci Nina. Dr Ryan. Merci de votre question. Oui, nous aimerions que tout le monde puisse être vacciné, mais comme l'ont dit clairement le directeur général et le docteur Éluard, il y a maintenant une crise à l'échelle mondiale qui nécessite que les agents de santé qui sont en première ligne et les personnes âgées accèdent au vaccin en premier. Cela ne supprime pas la nécessité, voire plutôt le désir de voir se tenir les Jeux olympiques ou toute autre grande manifestation sportive. Évidemment, ces Jeux sont un symbole très important. Néanmoins, il faut faire face à la réalité. Nous n'avons pas suffisamment de vaccins aujourd'hui pour même protéger ceux qui sont le plus exposés à des risques. Alors, il ne s'agit pas de mettre une priorité avant une autre. Nous devrons régler toutes ces questions à terme. Mais pour l'instant, l'accent est mis sur la résolution du plus gros problème, à savoir vacciner les agents de santé et les personnes les plus âgées dans tous les pays et empêcher que des gens meurent encore parce qu'ils n'ont pas pu être vaccinés. Nous continuerons de travailler avec le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être, avec la ville d'accueil des Jeux Olympiques, mais la décision finale en ce qui concerne la mesure de la gestion des risques, la mesure des risques pour les Jeux Olympiques appartient au CIO et aux autorités japonaises. Docteur Elward. Merci Fadela. Pour compléter ce qu'a dit Mike, il ne s'agit pas seulement des Jeux olympiques, il s'agit de savoir comment utiliser des ressources rares pour essayer de combattre ce qui a été l'une des crises sanitaires les plus dévastatrices de notre temps et qui touche de manière disproportionnée certains pans de la population. Les personnels de santé, comme l'a dit Mike, ont été décimés dans certains endroits si l'on tient compte du nombre de personnes infectées, gravement malades ou même décédées. Mais il y a également la population plus âgée, la population qui vit dans des institutions spécialisées. Il y a un athlète olympique qui a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient besoin d'être vaccinées avant que moi je ne le sois. Donc voilà à quoi cela revient. Veiller à ce que les personnes qui ont le plus besoin de ces produits les reçoivent. Et cela rejoint ce que disait le directeur général. Dans chaque pays, pour chaque population du monde, dans chaque population du monde, il y a des personnes âgées, il y a des agents de santé. Donc il faut veiller à ce qu'ils soient protégés partout. Maintenant, nous avons vraiment du mal à protéger toutes ces populations avec les volumes de vaccins dont nous disposons pour le moment. Merci. Drew Hinshaw, Wall Street Journal. Drew, est-ce que vous m'entendez? I just was hoping to have some to get a when we talk about my question is kind of about Europe, specifically about Europe. Ma question porte plus spécifiquement sur l'Europe.
On dit que les marchés pourraient se remettre au deuxième semestre de 2021. La France, l'Allemagne sont en train de vacciner. Alors, il y a des problèmes d'approvisionnement, mais ces problèmes pourraient être surmontés dans un avenir proche. Néanmoins, il y a encore, d'après les sondages, 30% de personnes qui refusent d'être vaccinées. Donc, lorsque l'on parle de l'Europe ou du Nord et de la reprise, est-ce qu'on s'attend à une transmission de zéro? Et quelles sont les probabilités que cette maladie reste endémique en Europe, même après la vaccination? Merci. Là, il y a plusieurs questions. Nous allons essayer de répondre à toutes. Il y a toujours un risque qu'une maladie, quelle qu'elle soit, devienne endémique. C'est l'histoire des maladies épidémiques qui nous l'ont montré. Les premières vagues d'infection ont toujours un impact élevé, mais après, on constate malheureusement que la maladie tue beaucoup de personnes, et puis ensuite, elle passe à des plus jeunes, alors que les plus âgés sont immunisés. Mais il y a beaucoup de maladies qui deviennent ensuite des maladies infantiles parce que la maladie est passée d'une catégorie d'âge à l'autre. En ce qui concerne le caractère endémique d'une maladie comme la Covid, il y a un certain nombre de facteurs qui nous permettraient de croire que cette maladie pourrait être éradiquée. Néanmoins, il y a un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte. Tout d'abord, la présence absolue de la maladie sur tous les continents, dans tous les pays. Le fait que l'on n'arrive pas pour l'instant à prendre des mesures à long terme d'endiguement de la mesure. La vaccination, la disponibilité des vaccins actuellement n'est pas encore optimale. Et la couverture vaccinale n'est pas suffisante pour stopper la transmission. Donc, il y aura une transmission continue encore. Mais l'avantage que nous avons, pour l'instant, c'est que l'on peut réduire très notablement la mortalité. Et cela a un impact très important sur nos sociétés, pour ceux que l'on aime. Donc, en ce sens, on peut retourner à une vie normale. Est-ce que cette maladie continuera de se transmettre? Eh bien, probablement pendant longtemps, à moins que l'on trouve une couverture vaccinale qui nous permettra de surmonter ce problème. Mais je pense que l'on va vraiment lutter pour éradiquer cette maladie. Mais rappelez-vous, nous avons réussi à éradiquer la variole. On continue à se battre contre la polio, contre la rougeole. Donc, la volonté d'éradiquer la disponibilité de produits ne garantissent pas le succès. Et ce n'est pas à ce niveau-là que l'on doit mettre la barre du succès. La barre du succès, c'est empêcher que la vie sociale, économique soit détruite, empêcher que les gens meurent. Le virus n'est pas sous contrôle en ce qui nous concerne pour l'instant, et il faut que l'on réduise la capacité de ce virus de faire des dégâts. Si l'on prend l'éradication comme mesure de notre réussite, je pense que l'on sera déçu. Merci Mike. Alors, j'essaie de démêler la question qui a été posée parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Dans quelle mesure attend-on que les vaccins façonnent l'évolution de cette pandémie? Bon, dans une certaine façon, on ne sait pas, mais ce que l'on sait, c'est ce que l'on sait en 2021, c'est que nous devrions pouvoir modifier de manière substantielle le coût humain de cette pandémie par l'utilisation de vaccins.
Nous savons que ce virus touche de manière disproportionnée certaines populations, les personnes plus âgées, les personnes qui ont des comorbidités, les personnes qui sont très exposées, comme les personnels de santé. Donc le véritable objectif de la vaccination cette année, c'est d'éteindre le feu de cette épidémie et de réduire le nombre de victimes humaines. Cela, on ne pourra le faire que si nous avons suffisamment, s'il y a une allocation suffisante et équitable des produits, de sorte que le produit parte partout où il doit aller. Nous sommes frappés par les chiffres qui ont été révélés dans l'étude qui vous a été présentée par le responsable du CCI. En fait, l'argumentaire économique qui nous pousse à agir, nous savons ce qu'il faut faire du point de vue sanitaire, du point de vue moral, mais nous avons entendu également des justifications économiques. Bon, cela a toujours été l'objectif que d'éteindre le feu, mais il va falloir faire des choix difficiles en ce qui concerne l'allocation équitable d'un produit qui pour l'instant est rare et qui le sera encore dans les quelques mois à venir. Merci Bruce. Voilà une bonne passerelle pour inviter nos experts à répondre à la perspective économique de cette question. Monsieur John Danton aura la parole après notre intervenante. J'aimerais souligner encore l'élément interconnexion mondiale. Si nous avons pris deux scénarios dans notre étude, un scénario extrême où il n'y a pas de vaccination du tout, mais dans le reste du monde, et les économies avancées se rétablissent immédiatement. Donc la majeure partie des coûts est assumée par les économies avancées. Autre scénario, la maladie persiste dans les économies avancées en 2021. Et on suppose qu'ils en ont terminé avec la vaccination à la mi-2021. Et fin 2021-2022, il n'y a que la moitié des économies émergentes qui seraient vaccinées. Donc dans ce scénario, la maladie continue. Ce qui est intéressant, c'est que la part des économies avancées augmente. Parce que, en fait, il y a des mouvements d'importation et d'exportation entre les économies émergentes et les économies avancées. Donc cette interconnexion mondiale du côté des exportations, mais également du côté des importations, peut être très importante et amplifier les coûts économiques. Donc il est extrêmement important de souligner à nouveau qu'il y a une justification économique ici en plus de la justification morale et sanitaire. Merci, professeur, Monsieur Danton. Merci beaucoup. J'aimerais faire trois remarques brièvement. Tout d'abord, Mike a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il a parlé de l'histoire des épidémies dans le monde. Avec tout ce qui se passe, les économies riches, développées, ont plus de chances de gérer la trajectoire. Et l'éradication ne sera pas une mesure de succès pour l'instant, mais les pays en développement ne pourront pas, eux, gérer cette trajectoire. Donc on arrivera à gérer la trajectoire au nord, mais on ne pourra pas le faire au sud. Et ça, c'est une véritable préoccupation, surtout avec l'apparition de nouveaux variants. Et là, je voulais vraiment insister sur le résultat de notre étude, qui a été bien décrite par l'oratrice qui m'a précédée. Nous avons vraiment une justification économique qui doit nous pousser à agir.
Le Japon, l'Australie, le Canada et la Chine et les États-Unis doivent continuer à redoubler d'efforts ainsi que les États membres de l'Union européenne pour travailler à cette distribution, cette répartition équitable. Dans les semaines à venir, nous allons lancer une campagne avec l'intervention du secteur privé. Si l'on veut un plan d'action sur la vaccination couronné de succès, il faut y associer le secteur privé. Et le secteur privé peut aider à la distribution, pas seulement dans les pays développés, mais également dans les pays en développement. Et ces plans de vaccination nationaux doivent travailler en étroite collaboration avec le secteur privé, ce qui faisait défaut avant. Il a fallu un moment pour faire comprendre au pays l'importance de travailler avec la Chambre de commerce internationale, avec le secteur privé. Troisièmement, si vous avez dit qu'il y a 30 à 40% en Europe qui sont réticents ou méfiants par rapport à la vaccination. Mais ce ne sont pas les organisations nationales ni les gouvernements qui vont les convaincre, ce sont les entreprises. Il faut que nous aidions nos citoyens à comprendre l'importance de recourir aux vaccins et d'accéder à des vaccins. Le CCI a lancé une campagne mondiale avec le secteur privé pour favoriser la mise en œuvre de plans de vaccination équitables et justes dans le monde. Thank you both. I would like now Merci à tous les deux. call on Gabriela Sotomayor. Gabriela Sotomayor, The next question. vous êtes invitée à poser votre question. Bonsoir, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Fadela. J'ai une question concernant le Mexique. Le Mexique mise tout sur le vaccin comme beaucoup de pays, mais c'est également un des pays qui a le moins de tests. Aujourd'hui, à Mexico, les hôpitaux sont à leur capacité maximale. Il y a 8 personnes qui meurent chaque heure depuis début janvier. Les nouveaux variants ont peut-être réussi à circuler dans notre pays sans être détectés parce que l'on n'a pas suffisamment de tests. Et puis il y a des personnes qui risquent de ne pas avoir leur deuxième dose de vaccin parce qu'il y a des problèmes de stock. Le gouvernement a également lancé une campagne pour vacciner le personnel enseignant au lieu du personnel soignant. Thank you, Gabriela. Dr. Merci, Gabriela. will take this question and then maybe Le docteur Van Kerkhove va répondre à votre question et peut-être ensuite le docteur Ryan. Le docteur Ryan. Nos meilleurs voeux au président du Mexique, le docteur Tedros, lui a envoyé un message en début d'après-midi. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 7,5 millions de cas au Mexique et près de 150 000 décès. 19% de ces cas devaient être hospitalisés. Les taux de positivité sont très élevés. Et il n'y a pas suffisamment de tests, nous le savons. Évidemment, s'il y avait plus de tests, il y aurait sûrement encore plus de cas. 200 000 cas chez les agents de santé, 40% des infirmières. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un impact très important sur le personnel de santé dans le pays. Et puis chez les populations autochtones, les chiffres sont assez bas, moins de 15 000, mais il y a quand même 2 000 décès. Donc une personne sur 7 parmi les populations autochtones qui est morte. Donc ces groupes sont durement touchés. D'une manière générale, la disponibilité au Mexique est assez bonne, 60% de disponibilité
de lits de soins intensifs. En ce qui concerne la politique de vaccination, Bruce pourra peut-être en parler. Tous les pays se battent pour savoir comment répartir les doses, injecter une première dose et repousser la deuxième dose. Donc effectivement, c'est une situation assez difficile. On essaie de trouver la meilleure combinaison possible en fonction de la situation. Mais en général, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et pas seulement au Brésil et dans la région de l'Amazonie, on voit un impact très important et une augmentation des cas aussi en Colombie et au Pérou. Alors qu'il y a une certaine stabilisation et une baisse des cas dans des pays tels que le Chili et l'Argentine. Mais il y a des parties de ces pays qui ont encore des flambées intenses. Donc le tableau général dans les Amériques commence un peu à se stabiliser. L'augmentation n'est pas aussi marquée qu'elle l'a été, mais les systèmes de santé de toute la région sont vraiment sous pression. Et comme dans le reste du monde, les gens sont très fatigués. Donc je suis sûre que les vaccins n'arriveront jamais assez vite pour les habitants. La région des Amériques a été l'une des régions les plus touchées de manière continue. D'autres régions ont vu des pauses, par exemple le Pacifique occidental, le sud-est de l'Asie ou l'Afrique, mais l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud a vraiment une pandémie persistante qui n'a pas arrêté et qui a toujours exercé un impact très fort. Donc, dans ce contexte, on comprend que les systèmes de santé soient sous pression, les gens ont besoin d'aide, et pour répondre à la question précédente, les vaccins peuvent alléger la pression sur les systèmes de santé et protéger les personnes les plus vulnérables. Mais je ne crois pas que le Mexique ait accordé des vaccins, accordé des priorités pour tel lot de vaccins en fonction de telle personne ciblée. En tous les cas, je n'ai pas ces détails. Merci, Mike. Gabriela, il y a un point très important que vous avez soulevé tout à l'heure. Vous avez dit tout miser sur le vaccin. Bien sûr, si un pays mise tout sur les vaccins, on va perdre. En tous les cas, c'est ce que l'on pense en 2021. Le vaccin est un outil, mais il nous faut tout un arsenal pour surmonter le problème et pour vaincre ce virus. Le vaccin sera la première ligne de défense qui aidera à prévenir l'infection, mais les gens continuent d'être infectés et le virus ne cesse d'évoluer. Il y a beaucoup de problèmes qui vont avoir une incidence sur la couverture et sur la protection. Donc il faut une deuxième ligne de défense, il faut toujours des tests pour déceler l'infection, pour isoler les personnes qui ont été infectées, pour les mettre en quarantaine, ainsi que ceux qui ont été en contact étroit. Et puis il y a la troisième ligne de défense. Il vous faudra la capacité de traiter, de donner des soins de grande qualité avec des respirateurs, de l'oxygène et des traitements vitaux. Donc maintenant, la bonne nouvelle en 2021, c'est que nous avons des vaccins, nous avons des tests de diagnostic rapide qui fonctionnent, nous avons des combinaisons de corticostéroïdes et d'oxygène qui peuvent réduire sensiblement la probabilité de décès des patients. Donc nous avons progressé de manière considérable par rapport à un an. Maria et moi étions en Chine l'année dernière, il y a eu des progrès incroyables. Donc il faut ces différentes lignes de défense. Et en ce qui concerne l'utilisation du vaccin, ces vaccins ont fait l'objet d'essais cliniques, ils ont été testés de certaines façons avec un protocole de 2 doses à certains intervalles et parce que c'est comme ça que nous savons qu'ils fonctionnent, nous savons qu'ils doivent être utilisés comme ça. Donc nous recommandons vivement, et c'est une préconisation très importante au niveau international qui provient par exemple du stage,
d'usage, il faut respecter les intervalles qui ont été préconisés et recommandés pour l'utilisation de ce produit. Cela étant dit, il y a des raisons pour lesquelles on peut prévoir des retards. De nombreuses raisons pourraient expliquer pourquoi on n'administrera pas la deuxième dose exactement au moment où il le faut. Parce qu'il y a les problèmes de contrôle de la chaîne logistique, mais également le problème des fournisseurs. Donc c'est vraiment difficile de respecter un calendrier de production très exigeant. Mais ce qui est important, c'est d'administrer une deuxième dose, même si elle est un petit peu retardée. Ça, c'est le message. Donc la recommandation, c'est utiliser les vaccins comme ils ont été approuvés, comme ils ont été testés, parce que c'est ce pourquoi nous avons des données, ce pourquoi nous savons qu'ils fonctionnent. Au fil du temps, nous aurons plus de connaissances et nous pensons que certains pays pourront agir un petit peu différemment en fonction des circonstances nationales. Dr. Van Kerkhove. Docteur Van Kerkhove, merci. Je voudrais compléter, vous avez parlé des variants, il y a beaucoup de personnes préoccupées par les variants, par les mutations et se demandent si ça va changer cette histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 4 éléments sur lesquels travaillent les pays. Prévention, lutte, traitement, vaccination. Ce sont tous les éléments dont on parle. Maintenant, on a un vaccin. Il faudra attendre l'impact des vaccins, mais nous avons l'outil. Donc on va essayer de prévenir le plus grand nombre de cas, et pour toutes les raisons que vous connaissez. Pas simplement pour faire en sorte de rester en sécurité. Et il y a également des gens qui ont d'autres maladies, qui ont un risque plus élevé de contracter une maladie aiguë et de décès. Donc il faut des tests fiables, rapides, pour que les gens sachent rapidement qu'ils sont infectés ou pas. Ensuite, il faut également prévoir des parcours cliniques. Il faut également de l'oxygène et d'autres produits qui sont absolument critiques. Mais il y a d'autres produits thérapeutiques qui arrivent également. Donc il faut prévenir les infections grâce à la vaccination. Ensuite, il faut également miser sur l'hygiène des mains, les masques, tout ça, c'est toujours vrai. Donc n'oubliez pas que nous avons quand même un certain pouvoir sur le virus, où que l'on soit. Au fur et à mesure que les vaccins arrivent, eh bien vous avez encore un certain contrôle sur ce que vous faites toute la journée, notamment par rapport à l'exposition qui sera la vôtre ou pas. Et vous avez de l'information, vous avez des connaissances, vous avez des outils que vous pouvez employer pour vous empêcher d'être infecté. Donc il ne faudrait pas l'oublier. Donc même s'il y a des variants, eh bien ces mesures de contrôle, de lutte marchent. On l'a vu dans différents pays où il y a différents variants qui ont été identifiés, Afrique du Sud, Royaume-Uni, Irlande, Danemark. Eh bien les mesures de lutte ou de contrôle marchent. Donc ne les oubliez pas. Et les pays font ce qu'ils peuvent. Je suis frappé par les discussions que nous avons un an après. Rappelez-vous, il y a aussi beaucoup de choses que nous avons apprises et il y a aussi beaucoup de choses que nous pouvons faire. Donc prévention, contrôle, traitement, vaccination. Merci. Docteur Ryan. Oui, en fait, simplement pour ce qui est du Mexique, nous n'avons pas d'informations spécifiques concernant le séquençage ou concernant d'éventuels variants. Donc on n'a pas d'indication concernant des souches ou des variants inhabituels du côté mexicain. Maintenant, vous l'avez dit, c'est important. Plus on fait de tests, et mieux cela vaut. Ça, c'est bon pour la riposte, c'est bon pour l'épidémiologie. Bon, il faut un séquençage pour certains tests, pas tous. Ensuite, il faut cibler le séquençage quand il y a des clusters, etc. Donc, avec la surveillance, nous essayons de suivre toutes les maladies dues à la Covid dans le monde entier, voir les différents segments et donc cibler, séquencer dans ces zones. Et donc,
nous y travaillons. Nous travaillons un cadre pour les pays et nous espérons que tous les pays qui veulent renforcer leur capacité de séquençage vont pouvoir le faire. Donc s'ils le prennent dans cet engagement, eh bien nous avons certainement les moyens de les mettre en contact avec les technologies ou alors les formations nécessaires pour qu'ils puissent y parvenir. Merci. Peut-être une dernière question de l'Afrique du Sud. Sophie de SABC. Sophie, vous m'entendez? Veuillez allumer votre micro. Sophie de SABC. Sophie. Sinon, nous pourrions peut-être entendre Kai. Oui, merci beaucoup de prendre ma question qui enchaîne sur ce qui vient d'être dit. Moderna a annoncé aujourd'hui quelques bons résultats concernant l'efficacité de leur vaccin contre la variante sud-africaine et britannique. Mais ils ont dit aussi qu'ils allaient développer un rappel sur la base du virus normal et sur la base du variant qui a été trouvé en Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la part des autres fabricants? Est-ce que vous savez ce que sera l'approbation réglementaire si jamais il va être nécessaire de mettre à jour ou d'actualiser le vaccin? Merci, Kai. Dr. Hayward. Oui, bonjour, Kai. Oui, c'est une bonne question. En fait, ce que nous faisons cette semaine, dans le cadre de l'accélérateur ACT, c'est revoir le plan stratégique ou le mettre à jour pour dire ce qui va être nécessaire en 2021. Alors bien sûr, parmi les éléments majeurs, il y a la détection accrue de variants. Il y a notamment ces changements dans la protéine Spike. Donc il y a d'autres éléments sur lesquels nous travaillons. Il y a notamment la demande de vaccins. Donc si vous voulez, ça affecte bien entendu le travail qu'on fait. Notre première priorité sera bien entendu de déployer les vaccins que nous avons déjà. Car vous l'avez dit, nous savons que ces vaccins fonctionnent contre les variants à ce stade. Donc il est important de les déployer le plus rapidement possible, protéger autant de gens que possible. Mais la deuxième priorité, c'est de promouvoir la recherche et le développement. Il faut notamment faire un travail d'évaluation des produits. Ensuite, il y a aussi des parcours réglementaires, comme vous l'avez dit, Kai. Parce que ce qu'il faut définir, c'est quel est le parcours réglementaire. Si jamais il y a des changements de souche. Donc ça, c'est exactement le programme de travail qui est en train d'être entamé. Maintenant, pour ce qui concerne les fabricants, ce que nous recherchons, c'est une collaboration, comme on l'a vu l'an dernier, où il y a eu un excellent partage de l'information et un alignement sur les mesures qu'on allait utiliser pour la protection. On s'est mis d'accord sur les principales souches qu'on allait utiliser. Donc, si vous voulez que ça soit standardisé, que les soient standardisés dans la mesure du possible, qu'on puisse également comparer les produits. Donc, on s'approche d'une période où on souhaitera encore davantage de collaboration entre les fabricants. Et ensemble, on essaiera de voir comment on peut évaluer l'environnement qui évolue avec les variants et ensuite comment y répondre, notamment pour ce qui est de l'évaluation du travail de recherche et de développement, et notamment dans les cas où les souches évoluent. Donc, nous en sommes encore au début, mais je me félicite de voir que d'autres réfléchissent déjà pour voir ce que ça peut représenter pour leurs produits à l'avenir. Ce qu'on a vu l'an dernier, la science a fait un travail formidable pendant cette crise. Et certes, il y a des variants préoccupants, mais en même temps, nous avons la science
Et donc, si on l'utilise comme il se doit, eh bien, ça nous permettra en fait d'être dans une situation qui n'est pas trop mauvaise pour ce qui est de la lutte contre ces nouveaux variants. Oui, je voudrais revenir sur le cadre dont on vient de parler. On essaye de collaborer avec des partenaires dans le monde entier pour mettre en place un système renforcé pour détecter les variants quand ils apparaissent. Mais on veut également être plus proactif. Donc on recherche différentes mutations, on essaie de voir quelles sont les combinaisons. Et donc on voit les différents variants qui ont été identifiés dans les pays, donc ils doivent être évalués comme il faut. Et donc on le fait par une surveillance épidémiologique dans le monde entier. Donc on met en place des systèmes solides pour suivre ce virus, pour voir qui est infecté, afin de réduire la transmission bien entendu, avant tout, mais également pour voir s'il y a des changements importants dans la transmission qui ne seraient pas attendus. Par exemple, dans des zones où il y a des interventions qui ont été mises en place, mais où il y a quand même une transmission. C'est comme ça que le Royaume-Uni a identifié le nouveau variant au mois de novembre-décembre. Ensuite, on veut également une surveillance accrue du séquençage. Et d'ailleurs, ça a augmenté, ça s'est renforcé de manière très importante à la fin de l'an dernier. Donc, en fait, on va utiliser des systèmes qui existent déjà. On le fait déjà d'ailleurs. On a un réseau mondial de la grippe où il y a 89 laboratoires qui font un séquençage pour le SARS-CoV-2. Ensuite, on a également le réseau SARS-CoV-2. Ensuite, on a aussi un réseau d'experts polio, VIH, tuberculose, parce qu'il y a des systèmes dans les pays qui peuvent faire du séquençage. Plus il y a de séquençage, plus on peut le partager. Donc, en outre, nous travaillons aussi avec nos partenaires pour partager ces séquençages sur les plateformes. Et on a aussi des métadonnées. Donc, ça permet de faire des analyses. Ensuite, ça permet d'avancer. Donc, nous avons également un groupe de travail chargé de l'évolution du virus, qui est chargé du suivi, qui collabore pour essayer de voir quel est le travail qu'il fait dans les laboratoires. Donc, on s'intéresse aux mutations. On s'intéresse également aux variants qui sont intéressants et aux variants qui sont préoccupants. Et ensuite, il y a également d'autres groupes de travail. Et Bruce a dit également à quoi devaient ressembler ces études. Donc voilà, quel est le processus. Voilà ce qui doit être fait de manière solide, robuste, coordonnée. Et nous devons veiller à ce que nous utilisons les partenaires pour pouvoir faire ce travail. Encore une fois, nous utilisons des systèmes qui existent déjà. Et donc nous avons déjà le modèle de recherche et de développement. Et donc on essaie de travailler de manière coordonnée. Il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps qui a été organisée par le R&D Blueprint. Et donc c'est quelque chose qui va se poursuivre. Donc ça va se renforcer. Et les variants changent, et le virus change. Mais néanmoins, il faut quand même mettre le paquet sur la prévention des infections, tout en suivant, bien entendu, la circulation du virus dans le monde entier. Merci. Je voudrais maintenant donner la parole au docteur Tedros qui va prononcer quelques mots de clôture. Docteur Tedros. Oui, merci. Merci beaucoup, Fadela. Encore une fois, je voudrais remercier John et le professeur Shebnem qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci également à tous les collègues des médias qui étaient présents en ligne ce soir. Et donc il me reste simplement à vous donner rendez-vous à la prochaine séance d'information. Merci beaucoup. Merci. Vous allez recevoir les remarques du directeur général ainsi que le fichier audio de la conférence de presse immédiatement à la fin de cette conférence. Le transcript sera mis en ligne demain matin et pour les journalistes qui n'ont pas pu poser leurs questions, eh bien, n'hésitez pas à contacter l'équipe média de l'OMS si vous avez des questions brûlantes à poser. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci.